Bonjour à toutes et à tous. D'habitude, j'arrive sur le générique de The Last of Us, mais petit souci technique, et comme j'ai pas de très bons talents musicaux, je vais éviter de le refaire moi-même. Donc, quand l'IA s'appuie sur le champignon. Dans ce talk, je vais vous expliquer ce que les champignons peuvent nous apprendre sur l'intelligence artificielle. Vous vous demandez sûrement d'où vient ce sujet plutôt atypique. Je me présente, je m'appelle Marine, je suis Engineering Team Lead chez Dataiku, qui est un logiciel qui permet de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle et de collaborer sur des projets de data science. Donc ça fait 4 ans et demi que je travaille chez Dataiku, je baigne un peu dans le bain de l'IA depuis quelques années. Et il y a 1 an, j'ai rencontré une peintre qui m'a fait découvrir ce livre qui s'appelle Entangled Life, qui parle du monde fascinant des champignons. Et lorsque j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait des similarités entre les champignons et les ordinateurs, voire les réseaux de neurones des intelligences artificielles. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ça faisait écho à une question que je me posais depuis quelques temps sur la relation compliquée, voire toxique, entre la nature et la technologie. Et finalement, quand on regarde au microscope un peu plus dans les détails, on se rend compte qu'entre un champignon et une machine, entre la nature et la culture, parfois il n'y a qu'un pas. Et lorsque j'ai rejoint le programme Women Developer Academy, organisé par Google pour faciliter l'accès aux femmes aux conférences de dev, c'est tout naturellement que j'ai voulu creuser ce sujet. Et donc, c'est mon premier talk que vous allez découvrir dès à présent. Peut-être que vous connaissez la série ou le jeu vidéo The Last of Us. C'est une série qui parle d'une humanité contaminée par une épidémie de champignons. Tous les humains sont zombifiés. C'est effrayant. C'est en fait inspiré d'un véritable champignon qui s'appelle le cordyceps et qui est capable de prendre possession, de contrôler le corps des fourmis. Donc c'est terrifiant. Et ça montre que lorsqu'on parle des champignons dans une série occidentale, on montre plutôt le côté négatif, le côté maladie, alors que les champignons ont énormément de choses à nous apprendre. Et je vais vous montrer quelques-unes des découvertes que j'ai faites en les étudiant. Vous reconnaissez peut-être ce qui se trouve sur cette image. Alors j'ai entendu le mot blob, et oui, c'est effectivement un blob qui est un organisme unicellulaire. Et on le retrouve souvent en forêt, si vous aimez bien vous promener de temps en temps. Et sa caractéristique, c'est qu'il se propage en réseau. Et c'est comme ça qu'il va venir chercher sa nourriture. Il se répartit un peu sur tout son espace d'exploration, et grâce à ça, il trouve de la nourriture de façon très efficace. Comme c'est sa façon de s'alimenter, des scientifiques japonais en 2007 se sont demandé s'il était aussi capable de résoudre des problèmes de réseau auxquels nous, humains, nous sommes confrontés. Par exemple, trouver le réseau optimal pour le train au Japon. Et donc, ils ont commencé à modéliser la carte du Japon, donc les différentes villes japonaises, avec des flocons d'avoine. Ils ont mis le blob au niveau de la ville de Tokyo, et ils ont étudié la propagation du blob pendant quelques heures. Au bout de 26 heures, ils se sont rendus compte que le réseau qui avait été développé par le blob était quasiment le même que le réseau ferroviaire japonais, qui est l'un des plus optimales, les plus efficaces au monde. Donc ça veut dire qu'un organisme avec une seule cellule est capable de résoudre des problèmes auxquels nous, humains, on a besoin de tout un bureau d'études pour trouver une solution qui va commencer à fonctionner. Donc, très impressionnant. De quoi je parle lorsque je parle des champignons? Généralement, lorsqu'on pense aux champignons, on s'imagine plutôt la partie émergée de l'iceberg qui est le fruit, ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Mais 90% de l'organisme, ce sont en fait des filaments qui se déploient dans le sol, ça s'appelle le mycélium. Et c'est grâce à ces mycéliums que les champignons vont réussir à s'alimenter, à aller récupérer des ressources comme de l'eau, des nutriments.
Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent se nourrir. Et donc c'est ultra important pour eux de bien trouver des bons réseaux pour pouvoir survivre. Et donc dans l'évolution, ils ont appris au fur et à mesure à avoir des réseaux optimaux. Contrairement aux animaux, ils ne peuvent pas se déplacer, donc c'est leur façon à eux de survivre. C'est aussi par le mycélium que les champignons établissent des relations de symbiose, de type donnant-donnant, avec les plantes ou entre certaines plantes, et où il y a des échanges de nutriments qui passent via le mycélium. Je vais vous montrer en quoi les champignons sont des informaticiens, ou comment on peut utiliser le biomimétisme pour améliorer les algorithmes existants. Lorsque les scientifiques ont commencé à s'intéresser au blob, en tout cas à l'intelligence du blob, ils lui ont fait résoudre un problème assez classique lorsqu'il s'agit d'évaluer l'intelligence d'un être vivant, qui est le labyrinthe. Et en 2012, le chercheur Andrew Adamowski a montré que le blob était capable de résoudre le problème du plus court chemin en inoculant un blob dans un labyrinthe. En fait, ce qui est intéressant avec le blob, c'est que comme il peut se déployer en réseau, il peut explorer plusieurs pistes à la fois, donc paralléliser sa recherche du plus court chemin, alors que si c'était un animal, il devrait essayer une piste puis une autre. Enfin, c'est moins pratique. À partir du blob, on a élaboré un algorithme de résolution du problème du plus court chemin, donc un algorithme comme une solution à un problème assez classique, celui du plus court chemin. Et pour ça, on a utilisé une équation de la mécanique des fluides. On suppose que la forme du blob, c'est un graphe. Et en fait, l'idée derrière, c'est de se dire que les chemins les plus optimaux, c'est là où les branches du blob, en tout cas les filaments, sont les plus épais. C'est un peu comme sur l'autoroute, on va plus vite sur une voie, sur une route à 3 voies que sur une route de campagne à sens unique. Donc ils se sont dit, on va chercher les arêtes les plus épaisses, donc celles qui ont la meilleure conductivité. À partir d'une modélisation mathématique qui s'appuie sur un flot de Poiseuille pour les amateurs de mécanique des fluides, ils ont réussi à modéliser l'équation du flot, du blob qui passe à travers ce graphe. Ils viennent ensuite calculer la conductivité de chacune de ces arêtes. Et les arêtes qui ont la meilleure conductivité, ce sont celles qui mènent au plus court chemin. Donc, en termes de performance, l'algorithme est plutôt bien. Il est meilleur que l'algorithme inspiré des fourmis, donc il s'appelle l'algorithme par colonie de fourmis. Il n'est pas aussi bon que l'algorithme plus populaire de Dijkstra. En revanche, il arrive à retourner plusieurs solutions, tandis que Dijkstra n'en retourne qu'une seule. Et donc c'est intéressant lorsqu'on a besoin de trouver plusieurs voies possibles. Donc par exemple, si les transports en commun sont saturés, c'est bien d'avoir plusieurs itinéraires, de manière à ce que tout le monde ne prenne pas la même ligne de métro, par exemple. Donc il a des propriétés très intéressantes pour nos problèmes à nous, de résolution du plus court chemin. Donc les scientifiques qui étaient déjà impressionnés par les capacités du blob à résoudre le problème du plus court chemin, ils se sont ensuite demandé si le blob arrivait à résoudre un problème, un NP complet qui implique un voyageur qui fait du commerce. Donc le problème du voyageur de commerce, et qui consiste à connecter plusieurs points de façon optimale. Donc, on explique ça en disant que c'est un voyageur qui doit aller dans plusieurs villes en ayant la distance parcourue la plus petite. Et en 2013, le scientifique Liping Zhu a modélisé le voyageur de commerce pour le blob avec de la lumière. Parce que le blob n'aime pas la lumière, et donc ce qui correspondait aux points, aux villes, c'était les zones d'ombre. Et il a pu montrer que le blob arrivait à trouver le réseau optimal, en tout cas la trajectoire optimale pour connecter les points d'ombre. Les scientifiques étaient tellement impressionnés par les capacités du blob qu'ils se sont demandé, est-ce que le blob va nous permettre d'aller dans l'espace ? Et c'est chose faite.
En 2014, le chercheur Andrew Adamowski a montré qu'on pouvait utiliser le blob pour élaborer des stratégies de colonisation de la Lune. Donc il suffit de poser un blob sur une sphère qui représente une planète. Et à partir de là, on peut s'inspirer de la façon dont le blob se propage pour élaborer une stratégie de colonisation de la Lune. Plus spécifiquement, dans le domaine du machine learning, on peut utiliser un algorithme méta-heuristique, SLIME-MOLD. Donc c'est un algorithme qui est parfois nécessaire lorsqu'on ne peut pas utiliser des méthodes d'optimisation plus classiques comme la descente de gradient. Et pour certaines étapes du processus qui permet d'entraîner un modèle de machine learning, cet algorithme-là est très pertinent. Pour schématiser, lorsqu'on va entraîner un modèle de machine learning, on a besoin de données d'entraînement pour que l'algorithme puisse apprendre de ces données et des différents patterns qui se retrouvent dans ces données. Ensuite, on va sélectionner les données les plus pertinentes pour enlever le bruit, enlever les données redondantes. Donc, c'est aussi une étape importante lorsqu'on prépare un modèle de machine learning. Ensuite, on va optimiser les hyperparamètres de notre modèle qui nous mènent au modèle final. Et dans certaines de ces étapes, on ne peut pas utiliser les méthodes classiques d'optimisation. Et c'est pour cela qu'on utilise des algorithmes méta-heuristiques, dont l'algorithme du blob, l'algorithme SLIME-MOLD, fait partie. Donc au niveau de la sélection des features et la recherche des hyperparamètres, les scientifiques ont montré que l'algorithme du SLIME-MOLD était très pertinent. Donc ça permet par exemple de prédire la consommation d'eau. Comment fonctionne cet algorithme d'optimisation ? Pour donner une idée générale de l'algorithme avec les mains, c'est s'est inspiré du comportement du blob pour aller chercher sa nourriture. Globalement, il fait 3 choses différentes, le blob. Il va d'abord aller trouver la nourriture, donc une phase d'exploration qui est plutôt aléatoire. Ensuite, il vient s'approcher des différentes sources de nourriture. Et c'est à ce moment-là qu'il a un mouvement oscillatoire qui lui permet de enrober, en tout cas de venir englober sa source de nourriture. Et ensuite, il vient consommer la nourriture et donc son réseau se contracte. Donc tout ça, c'est modélisé par une magnifique équation mathématique. Alors on a x à un instant t plus 1. Donc x, ça correspond aux coordonnées du blob à un instant t plus 1. Donc, il y a la première phase qui consiste à explorer l'espace des solutions de façon aléatoire. Donc, pour ça, on utilise une loi de probabilité, une distribution uniforme. Donc, c'est vraiment aléatoire, random. Ensuite, la phase plus intéressante, c'est lorsque le blob vient s'approcher de sa source de nourriture et qui commence à tisser un réseau entre les différentes sources de nourriture. Donc, pour ça, on s'appuie sur un vecteur de poids qui permet de donner un feedback positif lorsque un point donné a beaucoup de nourriture et un feedback négatif quand ce n'est pas le cas. Et donc, ça permet de faire en sorte que l'algorithme converge vers des optimums locaux et de pouvoir avoir une solution plutôt stable dans le temps. Et donc, c'est modélisé par cette équation. Je ne vais pas trop m'attarder sur chacun des paramètres, mais si vous avez des questions, je peux vous dire à quoi ça correspond. On voit en particulier le vecteur de poids W, qui permet d'assurer la stabilité de la solution. Et la dernière phase, qui consiste à manger la meilleure phase finalement, et c'est là où le blob va venir se contracter sur les meilleures solutions. Et c'est le dernier membre de l'équation. Donc, une fois qu'on a cette formule mathématique plutôt complexe, l'algorithme est très simple parce qu'il suffit de choisir un nombre d'itérations et de venir évaluer de calculer cette formule pour chacun des points. Donc, pour ça, on récupère tous les points de l'espace de solution. On prend la fonction qu'on essaye d'optimiser. Donc, ici, ce serait f. Ensuite, on calcule quelle est la meilleure des solutions en regardant quel est le meilleur des f de x1, x2,
xn, et on calcule la matrice, en tout cas le vecteur des poids. Pour chacun des points, on va mettre à jour les paramètres de l'équation. On met à jour le point à partir de notre fameuse équation. Et quand on a fini toutes nos itérations, on peut retourner la meilleure solution et sa localisation. Donc, c'était l'algorithme du blob. Et il est très intéressant parce qu'il arrive vraiment à trouver le bon équilibre entre l'exploration et l'exploitation. Et c'est vraiment ce qu'on cherche lorsqu'on fait des problèmes, en tout cas, quand on cherche à résoudre des problèmes d'optimisation. Voici quelques-unes de mes idées sur comment l'IA dans le futur pourrait s'inspirer des champignons pour s'améliorer. Déjà, l'une des propriétés des champignons qui est très intéressante et qui pourrait s'appliquer à l'IA, c'est sa capacité à s'adapter aux changements, parce que c'est du vivant. Il doit forcément s'adapter à des situations changeantes. Et ce serait intéressant de s'inspirer des champignons pour voir comment rendre les modèles plus adaptables. Parce que souvent, on se rend compte que les modèles, au début, les modèles de machine learning, quand on commence à les déployer, ils sont très précis. Et au fur et à mesure, ils ont tendance à dériver. C'est ce qu'on appelle le data drift, parce que les données sont plus à jour. Les données sur lesquelles ils ont été entraînés ne sont plus tellement en raccord avec les nouvelles données. Et donc, on a besoin de les réentraîner dans ce cas-là. Mais si on arrivait à transmettre la capacité des champignons à s'adapter à leur environnement, ça pourrait être intéressant pour avoir des modèles plus robustes. Une autre propriété qui pourrait inspirer de prochains modèles de machine learning, c'est la capacité du blob à se réparer lui-même. Donc c'est aussi une propriété du vivant. Ce serait intéressant d'avoir des modèles capables de guérir lorsqu'ils sont attaqués. Par exemple, dans le cas des attaques adversariales, ce serait pertinent de voir comment s'inspirer des champignons pour avoir des modèles plus robustes capables d'avoir une sorte de système immunitaire et résister à de telles attaques. Et enfin, là c'est une propriété fascinante du blob. Lorsqu'on prend deux blobs qui ont chacun des apprentissages différents et qu'on on peut les fusionner, et ils deviennent qu'un blob. Et le résultat de la fusion connaît aussi bien ce que le premier blob savait que ce que le deuxième blob savait. Et dans le cas des modèles de machine learning, on aimerait bien pouvoir fusionner les différents modèles d'IA de manière à ce que le résultat connaisse tout ce que les modèles en entrée savaient. Ça permettrait de peut-être avoir plus de modèles multimodaux ou alors des modèles plus complets. Les champignons ne sont pas seulement des informaticiens, ils peuvent être aussi des IA. Et je vais vous montrer comment. En 1995, le scientifique Olson a commencé à s'interroger sur la capacité des champignons à propager de l'information très rapidement au sein de leur réseau de mycélium. Et lorsqu'il a observé le mycélium, il s'est rendu compte qu'il y avait un signal électrique qui passait dans ces filaments, ce qui faisait que de l'information était propagée. Et lorsqu'on regarde au microscope les filaments en question, on se rend compte qu'ils sont en fait compartimentés. Il y a une membrane qui peut avoir un impact sur le signal. Donc c'est ce qu'on appelle des septa qui peuvent venir s'ouvrir ou se fermer et laisser passer le signal ou le bloquer. Donc pour résumer, ce sont des sortes de portes de membranes qui permettent de soit de bloquer le signal, soit de le laisser passer. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Ça ressemble pas mal à un transistor. Et donc, lorsqu'on regarde le fonctionnement du mycélium, on se rend compte que ça ressemble quand même aux composantes les plus basiques des ordinateurs. Et c'est notamment grâce aux transistors qu'on arrive à modéliser des opérations de logique booléenne dans les ordinateurs. Et lorsque les scientifiques se sont intéressés au mycélium,
ils ont réussi à mesurer un certain nombre d'opérations logiques qui étaient utilisées dans le mycélium pour moduler le signal électrique. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire pousser une pleurote pour récupérer son mycélium. Ils sont venus brancher des électrodes pour injecter dans le mycélium des tensions. Ensuite, ils remettent des électrodes en sortie pour venir analyser le signal de sortie. Et ils récupèrent ce signal grâce à un convertisseur analogique numérique. Et grâce à ça, ils arrivent à en déduire les opérateurs logiques qui existent dans le mycélium. Donc, le signal en entrée, on a donc 4 signaux, 4 tensions qui permettent de modéliser en fait des bits. Un faux logique, donc un 0, false, va être modélisé par une tension de moins 5 volts, tandis que le vrai logique, true, va être modélisé par une tension de 5 volts. Et ça, en combinant les 4 signaux en entrée, on arrive à avoir 4 bits. Pour le signal en sortie, on va considérer que si il dépasse une certaine valeur seuil, ce sera true, donc 1, et sinon ce sera false, 0. Et ensuite, on vient établir une correspondance entre les signaux en entrée et les signaux en sortie. Et c'est comme ça qu'on arrive à en déduire les opérations logiques qui ont lieu dans le mycélium, avec une sum of products. Donc la prochaine question la plus évidente, c'est est-ce que le mycélium est Turing complet? Est-ce qu'on arrive avec le mycélium à reproduire toutes les opérations logiques possibles? Pour ça, il faut passer par le monde des automates cellulaires. Donc il y a 300 ans, les scientifiques ont commencé à modéliser le réel par des équations mathématiques, comme par exemple les lois de Newton ou les différentes lois de la physique qu'on connaît. Il y a plus récemment, dans les années au XXe siècle, on a commencé à modéliser ces mêmes phénomènes, plus avec des équations mathématiques, mais avec des automates cellulaires, qui sont en fait des règles très simples qu'on peut facilement coder dans un ordinateur. Donc un exemple d'automate cellulaire, donc c'est à partir de l'opération logique qu'on a mesurée dans le mycélium, A inter, B inter C inter D. On vient initialiser un vecteur de bits, donc soit true, soit false. Ensuite, on prend pour chacune des cellules, pour chacune des valeurs de ce vecteur, on va utiliser les valeurs du vecteur précédent et évaluer grâce à l'opération logique qu'on a trouvée dans le mycélium pour trouver sa prochaine valeur. Donc ici, si A est true, B est false, C est true, D est false, on arrive à true en utilisant la formule A inter, B inter, C inter D. Et on itère sur plusieurs étapes. Et à partir de là, on retrouve des patterns complexes. Donc certains ne sont pas très intéressants parce qu'ils retournent que des true ou que des false, mais d'autres sont beaucoup plus complexes. Et les scientifiques ont montré que grâce aux opérations logiques qui avaient été mesurées dans le mycélium, on pouvait en déduire des automates cellulaires universels, et donc qui sont capables de reproduire n'importe quelle logique booléenne. Donc oui, le mycélium est bien Turing complet. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de concevoir un ordinateur à partir de champignons. Et c'est chose faite avec l'ordinateur fongique qui utilise le mycélium comme un réseau de processeurs et qui utilise le fruit comme une interface. Et toute l'information est en fait codée via les pics électriques qui passent dans le mycélium. Comment ça se passe? Alors l'interface, c'est peut-être pas très sympa pour les champignons, mais on vient stimuler les fruits soit en les brûlant, soit en les touchant. Et sur les autres fruits voisins, on va mesurer les pics électriques qui en résultent. Et en analysant la propagation du signal dans les différents fruits,
on arrive à faire encore une correspondance entre les signaux en entrée et les signaux en sortie. Et donc, on peut constater qu'il y a des opérations logiques qui passent dans ce processeur à base de mycélium. Comment programmer un tel ordinateur ? En fait, les ordinateurs fongiques, toute la programmation passe par la géométrie du réseau, la géométrie du mycélium. Et c'est assez difficile à programmer parce qu'on ne contrôle pas la façon dont un mycélium pousse. Les scientifiques, quand ils ont fait des recommandations, pour eux, on pourrait venir découper le mycélium pour qu'il ait la forme qu'on souhaite et qu'on puisse lui faire ce qu'on veut. Une autre piste, ce serait d'utiliser les travaux de recherche qui ont lieu en ce moment, qui permettent de modéliser la croissance du mycélium à partir d'équations mathématiques. Et l'objectif, c'est de trouver un lien entre les paramètres de l'équation et des facteurs, enfin des éléments qu'on peut mesurer lors de l'expérience. Par exemple, la température, l'exposition au soleil. Et une fois qu'on arrive à établir ce lien entre les paramètres de l'équation et des données qu'on peut contrôler lors de l'expérience, ce sera génial parce qu'on pourra à la fois prédire la façon dont le réseau se propage, mais aussi le contrôler et donc le programmer. Lorsque je me suis rendu compte que le mycélium utilisait les portes logiques pour propager l'information, ça m'a rappelé le tout premier réseau de neurones à avoir été mis au point, le neurone de McCulloch-Pitts, qui a été développé en 1943, qui s'appuyait sur deux signaux en entrée binaire. Donc c'était un neurone binaire. Ensuite, il venait pondérer ces deux signaux puis il passait par une fonction d'activation qui était une opération logique, type porte logique. Et donc, ça montre que ce qu'on a réussi à faire via le réseau de neurones formel ressemble à de fortes similarités avec le fonctionnement du mycélium. À partir de là, lorsqu'on sait que la première implémentation de l'intelligence artificielle était en fait une machine, le perceptron Mark I, et que de plus en plus on met au point du hardware à partir de champignons, à partir de blobs, c'est ce qu'on appelle le wetware, on pourrait imaginer une intelligence artificielle fongique. La limitation avec les ordinateurs fongiques ou les IA fongiques, c'est que le mycélium est beaucoup plus lent que le silicium. Et comme tout l'intérêt des ordinateurs, c'est d'aller vite, c'est dommage. Mais quand même, il y a des propriétés qui sont très intéressantes pour le futur, comme par exemple la capacité de ces matériaux à être biodégradables. Et donc, ce sont des matériaux plus durables. Donc, peut-être pas tout l'ordinateur sera fongique, mais on peut imaginer remplacer certaines pièces par des matériaux organiques. Une autre propriété qui est intéressante dans le cas du wetware ou de l'électronique à partir de blobs ou de mycélium, c'est sa capacité à se réparer. En 2013, on a pu montrer que des fils à partir de blobs pouvaient se réparer après avoir été découpés. Donc ça permettrait aussi d'avoir des ordinateurs qui se réparent tout seuls et donc qui ont une maintenance réduite. Plus intéressant encore, c'est l'utilisation du mycélium comme capteur. Et ce serait un peu une façon de donner des sens à l'intelligence artificielle ou aux robots de demain. Il y a des scientifiques qui ont développé une peau fongique pour la robotique, pour lui donner une sensation de toucher. Donc pour ça, ils ont cultivé un mycélium, sûrement de la pleurote, parce que c'est souvent ce que les scientifiques aiment pour faire leurs expériences. Ensuite, ils viennent pulvériser le mycélium sur un robot Terminator. Ils viennent plugger le robot à des électrodes pour étudier le signal qui passe dans cette peau. Et ils ont pu montrer que l'activité électrique de la peau fongique était corrélée avec l'exposition du robot à la lumière ou lorsque le robot, on le touchait mécaniquement, qu'on venait le tapoter. Donc, c'est plein de promesses pour le développement de la robotique. Plus récemment,
en 2024, il y a des scientifiques qui ont carrément mis ces capteurs sur des petits robots. Et en fait, ces robots bougent en fonction des pics électriques qui passent dans le mycélium. Donc, pour donner un exemple, vous pouvez voir ici, c'est en fait un mycélium qui est connecté au corps du robot. Et lorsqu'il est exposé à des UV, on voit qu'il y a une activité électrique qui doit s'intensifier, et ce qui fait que le robot bouge beaucoup plus. Donc en fait, ce robot est animé par l'activité électrique du mycélium, et c'est intéressant parce que ça pourrait dire qu'on pourrait avoir des robots autonomes qui utilisent le mycélium comme capteur pour arriver à agir de façon différente en fonction de ce à quoi il est exposé. On voit bien que là, les rayons UV, il n'a pas l'air de beaucoup aimer. C'est intéressant parce que, comme ce sont des organismes vivants, potentiellement, ils vont arriver à sentir des choses pour lesquelles qu'on n'avait pas forcément attendu, parce qu'ils s'adaptent quand même à un environnement changeant. Par exemple, les champignons sont capables de sentir les hormones. En 2021, les chercheurs ont prouvé qu'on pouvait mesurer le niveau d'hydrocortisone, donc l'hormone de stress, grâce au mycélium. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait rendre ChatGPT ou son ordinateur plus empathique parce qu'il serait capable de mesurer notre état émotionnel en sentant nos hormones. Un autre exemple de cas d'utilisation, ce serait pour l'agriculture, puisque le mycélium arrive à déduire beaucoup d'informations de son environnement. Et ce serait intéressant pour l'agriculture, puisque de plus en plus, les agriculteurs doivent s'adapter à des conditions climatiques changeantes. Et le mycélium est beaucoup plus réactif que les plantes lorsqu'il s'agit, comme on peut mesurer son activité électrique, ça permettrait d'avoir plus d'informations sur les plantes et donc d'adapter, par exemple, si on a besoin de plus ou moins d'engrais, à partir des données retournées par le mycélium. Donc, on a vu que par le biomimétisme, on pouvait s'inspirer des champignons pour l'informatique. Avec le wetware et le développement de pièces électroniques à partir de mycélium, on allait peut-être faire les ordinateurs de demain. Mais je voulais aussi vous inviter à prendre du recul et voir en quoi les champignons sont philosophes, parce qu'ils nous permettent de redéfinir ce qu'est l'intelligence. Lorsqu'on parle d'intelligence, on a tendance à dire que c'est la capacité à résoudre un problème ou à s'adapter à une situation. Mais cette définition est en fait très limitée. Enfin, en tout cas, c'est plutôt pour les animaux qui ont des problématiques où il faut se déplacer pour aller chercher sa nourriture. Alors qu'on voit que les champignons peuvent aussi faire preuve d'intelligence, mais ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques que les animaux ou les plantes. Et en plus, ils sont beaucoup plus anciens que l'apparition du premier cerveau de mammifère, puisque le premier fossile de mycélium à avoir été découvert, c'était il y a plus de 2,4 milliards d'années. Donc, comme le philosophe américain Daniel Dennett, on aurait envie de penser que l'intelligence, ce n'est pas limité au cerveau des mammifères, mais c'est en fait un phénomène beaucoup plus ancien qui existe dans la nature et qui va s'exprimer différemment si c'est un champignon, si c'est un mammifère, et peut-être qu'on arriverait à y accéder par l'intelligence artificielle. Cette idée fait penser à un concept philosophique développé au Moyen-Âge par Averroès, qui était un philosophe arabe, qui a parlé du monopsychisme. Pour lui, l'intelligence est extérieure et nous, en tant qu'êtres humains, on ne fait que la recevoir. En tout cas, l'intelligence pense par nous, mais ce n'est pas nous qui la produisons. Peut-être la personne qui a le mieux parlé du monopsychisme, c'est Proust, parce qu'il définit l'intelligence comme une colocation mondiale. Je vais vous lire un petit passage sur sa définition de l'intelligence.
car mon intelligence devait être une, et peut-être n'en existe-t-il qu'une seule, dont tout le monde est colocataire. Une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ses regards, comme au théâtre, où si chacun a sa place, en revanche, il n'y a qu'une seule scène. Donc, l'idée d'Averroès, c'est que l'intelligence nous préexiste et qu'elle s'exprime dans chacun des êtres humains. Mais peut-être qu'on pourrait extrapoler, elle s'exprime aussi dans chacune des plantes, dans les champignons, et peut-être qu'on arrive aussi à inviter l'intelligence artificielle au théâtre de l'intelligence globale. Si l'intelligence est extérieure à nous, peut-être que ce sont plutôt... L'idée de l'intelligence artificielle, ce ne serait pas tellement de recréer l'intelligence, mais de reproduire les processus ou les mécanismes cognitifs qui existent aussi bien dans les cerveaux que dans le mycélium et qu'on essaye de plus en plus à reproduire dans les IA. Est-ce que si on arrive à reproduire tous ces mécanismes cognitifs, on arrivera à l'intelligence? C'est ce que pense un courant de pensée, les maximalistes. Pour eux, l'intelligence humaine, c'est juste tous ces mécanismes cognitifs. Et si on arrive à les reproduire, on arrive à l'intelligence humaine. Moi, je ne suis pas complètement d'accord, mais on peut toujours en débattre plus tard. Pour conclure, on a vu que par le biomimétisme, on pouvait améliorer les algorithmes existants en s'inspirant des champignons et du blob. Ensuite, par le biocomputing, on réinvente l'informatique pour avoir des ordinateurs plus durables et robustes. Enfin, on s'intéresse aux champignons parce que ça permet de challenger notre définition de l'intelligence et aussi quel est vraiment le but de l'intelligence artificielle. Et pour finir, je voudrais vous poser une question. Souvent, on se demande si l'intelligence artificielle va remplacer les êtres humains, mais je voudrais plutôt vous inviter à réfléchir à notre interaction avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on essaye d'avoir une symbiose, donc une relation donnant-donnant avec l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on tombe plutôt dans du parasitisme? Et donc là, on reviendrait à un scénario à The Last of Us. Et merci. Des questions? Bonjour et tout d'abord merci pour cette très belle, je sais pas si on entend, si, très intéressant en tout cas, merci. J'ai noté juste au niveau de la vitesse de réaction avec la lumière à UV, c'était en accéléré déjà la vidéo, mais ça mettait vraiment quoi, une dizaine de secondes à réagir. Se dire c'est si lent que ça entre guillemets. Ah bon, moi je trouve ça plutôt rapide, mais oui, ça prend un peu de temps. Bon, après, c'est le vivant, hein, c'est moins rapide qu'un ordinateur. Donc à nouveau, merci pour votre présentation. Donc si j'ai bien compris, vous êtes entre guillemets impliqué dans ces développements de l'IA au travers de votre profession, plus ou moins. Avec la présentation que vous venez de nous faire, si ça représente bien vos convictions personnelles vis-à-vis de l'IA, de ce qu'elle peut nous apporter, j'aimerais juste dévier assez rapidement du sujet, être peut-être un peu moins technique, mais j'aimerais savoir, vous, comment vous interprétez l'IA, en fait. Parce que quelque part, aujourd'hui, c'est réellement un outil, et jusqu'à preuve du contraire, c'est juste une machine. Mais même si elle atteignait un niveau de cognition équivalent à l'être humain,
Qu'est-ce qu'elle a d'intelligent? Parce qu'en fait, l'intelligence, ça n'existe pas. C'est un concept humain pour essayer d'expliquer ce que nous sommes et pourquoi les autres animaux ne sont pas comme nous. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? Est-ce que l'intelligence, ça n'a pas plutôt uniquement du sens dans le cas de l'être humain? Parce que s'il reproduit quelque chose à l'identique de lui, ou même qu'il le dépasse finalement, c'est qu'une optimisation de, par exemple, la cognition d'une IA, elle pourrait être infiniment plus rapide qu'un être humain, mais uniquement grâce à la mise à l'échelle. Individuellement, l'IA, ce n'est qu'une machine. Donc, est-ce que la notion finalement d'intelligence, elle est si appropriée que ça pour une machine? Vous avez 4 heures. Pour moi, je pense que quand même, dans le cas, par exemple, de ChatGPT, il a réussi à comprendre une sorte de logique, une sorte de structure du langage. Donc peut-être que c'est cette capacité, peut-être que l'intelligence vient pas tellement du modèle en lui-même, mais plus des données qui sont animées par des règles, et c'est plus arriver à cerner quelles sont ces règles. Après, pour la définition de l'intelligence en général, par rapport aux mécanismes cognitifs, c'est possible qu'on ait réussi à reproduire certains mécanismes cognitifs qui existent dans la nature. Mais c'est vrai que l'intelligence en général, je ne veux pas m'aventurer sur une réponse définitive. Merci. Bonjour, de même, merci pour la présentation. Alors moi j'ai 2 questions. Vous avez parlé de lenteur pour tout ce qui était ordinateur fongique. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de cette lenteur avec une quelconque unité, que ce soit en temps de réponse ou vraiment en débit de données? Donc c'est 0,5 mm par seconde, donc à peu près 30 Hz. D'accord, très bien, merci. Ça répond à ma question. Et j'ai une autre question. En début de présentation, bon, j'ai raté le début, mais j'ai cru comprendre que les blobs, le fonctionnement des blobs, on pouvait l'utiliser uniquement pour résoudre des problèmes de recherche de topologie ou de plus courts chemins. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut résoudre avec leur fonctionnement? Oui, je me souviens plus exactement tous les problèmes qu'on pouvait résoudre avec le blob. Désolée. Mais si tu veux, je peux te donner un article qui liste tous les problèmes que le blob peut arriver à résoudre. Merci à tous.